Alors, pour savoir celui qui crée les groupes armés, peut-être c'est un peu difficile de répondre à cette question-là, mais c'est le contexte qui fait que les groupes armés se créent, parce que quand ils voient que le pays est agressé, les jeunes s'organisent, et en s'organisant, ils créent des groupes. Et à l'issue de ces organisations-là, les groupes se créent, et quand les groupes se créent, avec pour objectif principal de défendre la patrie. Ça, c'est la mission première de ces groupes armés qui se créent. Voilà, c'est ce qu'ils nous disaient quand nous étions en train de chercher comment les démobiliser. Ils disaient non, comment vous voulez nous démobiliser pendant que notre pays est agressé par les pays voisins. Entre-temps, on constate que généralement, ces groupes armés se créent puis l'île dans des carrés ou sites miniers. On peut savoir pourquoi est-ce que ces groupes se concentrent dans des sites miniers. C'est normal. En fait, ils se concentrent dans les sites miniers parce qu'il y a aussi une question de survie. Quand ils sont là, ils ont besoin aussi de vivre, ils ont besoin des moyens pour survivre. Et là, ils exploitent aussi les ressources minières qui sont autour d'eux, de manière à ce qu'ils puissent se ravitailler, et en munitions, et en restauration. Et ce sont des responsables de famille aussi, qui doivent prendre en charge leur famille. Et c'est pour cela qu'ils exploitent aussi les ressources qui sont autour d'eux. Comment ces groupes armés arrivent-ils à acquérir des armes, Monsieur Célestin? Ça, je ne saurais pas le dire parce que quand on pose ces questions, ils disent non. Nous, quand nous faisons la guerre avec les FARDC, par exemple, et nous récupérons en même temps les munitions, je pense que ça peut être une des possibilités. Mais d'autres possibilités, c'est quand ils ont l'argent, ils peuvent aussi acheter aussi les armes, je pense. Voilà, ce sont les deux moyens que je suppose qu'ils peuvent utiliser pour acquérir aussi les moyens de défense. Vous avez été dans un programme qui avait pour objectif de démobiliser ces acteurs armés, mais aussitôt démobilisés, aussitôt ils rentrent à brousse. Pourquoi? Oui, là en fait, il y a un problème, parce que quand ils sont démobilisés et qu'ils doivent maintenant travailler au sein de l'armée nationale, ils se retrouvent abandonnés, non encadrés et par instinct de survie. Et parfois, ils me disaient aussi qu'ils étaient humiliés aussi, parce qu'ils ont trouvé d'autres commandants qui les humiliaient. Ils disaient que non, ils ne sont pas des militaires, ce sont des groupes armés. Et avec ces humiliations-là, ils ont préféré quitter l'armée pour rejoindre encore la brousse. En fait, il y a un problème d'encadrement de ces jeunes démobilisés au sein des FARDC, ce qui fait en sorte qu'ils reviennent encore à brousse. Entre-temps, on constate qu'il y a multiplicité de groupes armés. Chaque village avec son groupe armé. Est-ce que c'est pour réellement défendre les villages ou carrément c'est pour occuper un vide sécuritaire créé par l'absence totale de l'État? Oui, c'est ça. Ce que je vous disais tantôt, que la mission première en fait, de ces programmes, c'était la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est toujours un problème au niveau de notre pays. Tant que la restauration de l'État n'est pas un peu partout, ces groupes existeront toujours. Donc il y a un problème au niveau des gouvernances, comme on a dit au niveau global, et que l'État doit restaurer l'autorité un peu partout pour mettre fin à ces groupes armés. Et tant que l'État n'a pas agi de cette façon-là, il y aura toujours des problèmes. Et l'État aussi doit prendre aussi des meilleures décisions, mais aussi doit aussi encadrer ces groupes qui veulent intégrer en fait l'armée nationale de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir la tendance de revenir encore dans la brousse. Plusieurs rapports accusent des multinationales d'investir dans des groupes armés. Et pour ces multinationales, il est rentable de financer un groupe armé, moins coûteux d'investir dans une milice que dans une entreprise locale, dans une entreprise légale. Que pensez-vous de ça, de cette attitude des multinationales? Alors, je ne sais pas, les multinationales, est-ce que ils gagnent en investissant dans les groupes armés ou bien ils peuvent gagner en investissant dans les structures reconnues ou bien les structures officielles?
Alors, les multinationales qui viennent vraiment pour aider la RDC devraient en principe travailler et collaborer avec les institutions légales de l'État de manière à ce que l'exploitation profite à la fois et aux multinationales, mais que ça profite aussi à l'État. Mais il y a des multinationales qui ne viennent que pour leurs propres intérêts et qui ne pensent pas aux intérêts du peuple congolais. Et ceux-là préfèrent collaborer avec les groupes armés pour exploiter les ressources. Et malheureusement, ça c'est dommage. Et tout ça aussi dépend donc de la politique de l'État. Donc c'est au niveau de la gouvernance, au niveau global, qui doit mettre fin à ces pratiques des multinationales qui travaillent juste pour leur propre compte et non pour le compte du peuple congolais. Peut-être en finissant, êtes-vous d'avis que des minerais dits de sang seraient à la base de la construction de certaines villes comme Bukavu, Goma et la prospérité de certains opérateurs économiques à province contre la souffrance des populations locales? Oui, effectivement, les minerais de sang, ils ont beaucoup de conséquences, mais ceux qui en profitent, ce sont des groupuscules, des gens seulement, mais ce n'est pas vraiment au profit de toute la population congolaise en général. Les minerais de sang, ce sont les multinationales qui en profitent, mais aussi les commerçants. Et c'est pour ça que moi, je reviens toujours au rôle de l'État qui doit réglementer cette pratique. Ça ne construit pas seulement les villes ici chez nous en RDC, même les villes aussi dans les pays voisins, comme le Kigali. Kigali ne s'est pas construit avec les ressources. Ce sont les ressources qui viennent de l'Est de la RDC qui construit Kigali, par exemple, et d'autres villes peut-être, hein, à Kampala et autres, hein, parce qu'on sait bien que dans plusieurs rapports mapping, par exemple, on a beaucoup acquis ces pays dans le cadre de l'exploitation des ressources de la RDC. Vous avez été, entre guillemets, aux affaires il y a à peu près une décennie. Oui. On constate que... Vous nous dites que la situation a changé ou carrément nous avons reculé en ce qui est de la pacification de la partie est du pays ou carrément c'est le statu quo? Moi, je pense que c'est le statu quo parce que l'objectif premier, c'était de mettre fin aux groupes armés. Mais il y a une résurgence toujours des groupes armés. Donc, vraiment, je dirais que c'est vraiment le statu quo. Et je reviens toujours à mon idée initiale. En tout cas, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que l'objectif premier, c'était de mettre fin aux groupes armés. Mais il y a toujours une résurgence des groupes armés. Il y a encore un peu plus de violence lorsqu'on voit les groupes armés étrangers comme l'ADF. Oui, c'est ça, l'ADF, les M23, on en parle maintenant. Et je pense que l'État doit travailler aussi au niveau international. Donc notre diplomatie au niveau international doit beaucoup travailler aussi pour décourager ces pays qui encouragent en fait ces groupes armés au niveau de notre pays. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la diplomatie internationale. Mais au niveau aussi national, et notre pays, donc le gouvernement de la RDC, doit beaucoup travailler aussi avec les acteurs de la société civile, les organisations locales et les pouvoirs au niveau local aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre une fois pour toutes ces conflits. Parce que si les groupes armés se créent parce qu'ils ont peur des menaces extérieures, la diplomatie internationale peut jouer, mais aussi, et ça serait intéressant que la capacité des FARDC aussi soit bien réexaminée de manière à ce que les FARDC soient en mesure de faire face à toute attaque extérieure. La communauté internationale fait-elle assez pour endiguer la situation? Moi, je pense que c'est vrai, la communauté internationale, nous avons la MONUSCO au niveau de notre pays, mais pour restaurer la paix dans notre pays, nous avons plus besoin des forces au niveau local, c'est-à-dire la capacité de nos forces, les FARDC, la police, mais aussi la restauration d'une justice équitable. Et je pense que cela peut beaucoup aider à restaurer la gouvernance, la paix dans notre pays. La communauté internationale ne peut venir qu'en appui, mais nous devons prendre nous-mêmes les choses en main. Monsieur Célestin Wirabubuya,
C'était pour nous un bonheur de changer avec vous autour de votre expérience dans les domaines de la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie aussi.